Bon, alors déjà je vais commencer par répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi ne parler que de la première partie de Naruto? Effectivement, j'aurais pu analyser les 700 chapitres dans leur intégralité. Mais étant donné que plusieurs personnes ont déjà retourné la partie Shippuden dans tous les sens pour expliquer la déception que nous partageons tous, je pense qu'au final, je n'aurais pas eu grand chose de nouveau à apporter à ce sujet. Par contre, la première partie a au mieux été effleurée par le chef Otaku qui s'est contenté de déverser sa haine sur le sportcast principal, et un peu aussi par Mr. Enzor juste pour servir de base à son analyse de la deuxième partie. Par conséquent, je me suis dit que j'allais boucler la boucle et plus que jamais justifier le nom de ma chaîne en archivant ce qu'il reste d'encore intouché dans l'affaire de ce manga culte. C'est donc parti pour l'analyse des 27 premiers tomes de Naruto. Alors avant toute chose, j'imagine que la plupart des gens qui regardent cette vidéo pourraient me faire un résumé de Naruto encore plus rapidement qu'une liste de leurs cousins, sachant que leurs deux parents sont enfants uniques. Mais pour les autres qui sont nouveaux dans l'univers du manga, ceux qui ont des pertes précoces de mémoire ou encore qui n'aiment pas les shonen neketsu, Naruto c'est un manga écrit par Masashi Kishimoto qui a été publié dans le WS Jump à partir d'octobre 99. Sa première partie s'est conclue en 2005 avec la sortie du chapitre 244 et a été adaptée en animé avec 125 épisodes, auxquels se sont ajoutés 95 fillers. Bref, l'histoire c'est celle de Naruto Uzumaki, un garçon vivant dans le village ninja de Konoha. Comme presque tous les enfants de son âge, Naruto suit les cours de l'académie des ninjas. Mais vu qu'il est un peu con sur les bords, il a des notes de merde et passe son temps à faire des conneries, allant de foutre des graffitis sur un Mont Rushmore remasterisé, à commettre des attentats à la pudeur grâce à une autochirurgie esthétique instantanée. Alors qu'il vient de rater son examen de fin d'études pour la paradoxale 3e fois, on se rend peu à peu compte que la plupart des gens de Konoha n'ont pas de bons sentiments envers Naruto et que ça n'a pas l'air d'être simplement causé par sa tendance à faire chier le monde. C'est alors que, manipulé par un de ses professeurs avides de pouvoir qui lui avait juré que s'il volait un rouleau de technique secrète, il serait reçu à son examen, Naruto apprend l'horrible vérité. Il y a 12 ans, Konoha a été attaqué par une entité connue sous le nom de Démon Renard, Kyuubi pour les intimes, et que pour sauver le village, le 4e Hokage, le plus puissant ninja de l'époque, s'était sacrifié en scellant le démon dans Naruto. Malheureusement, les villageois furent aveuglés par leur haine envers le démon renard et se mirent à détester Naruto par assimilation. Mais alors que le blondinet est sur le point d'être brisé mentalement par cette révélation et que le professeur traître s'apprête à le tuer, il est sauvé de ces deux situations par son tuteur, le professeur Iruka, qui prend sa défense en soulignant sa persévérance et en disant qu'il croit en lui pour qui il est et non pour ce qu'il représente. Une fois l'affaire réglée par Naruto lui-même, on lui accorde finalement son examen et c'est là que l'histoire commence vraiment. Naruto se voit affecté à l'équipe numéro 7 des aspirants ninja, composée avec lui de Sasuke Uchiwa et Sakura Haruno, tous les trois sous la tutelle de Kakashi Hatake. Cependant, au fur et à mesure des missions que l'équipe accomplit, Naruto va apprendre à quoi ressemble le vrai monde des ninjas. Un monde cruel, violent, où certaines personnes considèrent qu'un ninja ne doit être rien de plus qu'une arme dénuée de sentiments, prête à exécuter n'importe quel ordre sans protester, et dont on peut disposer comme bon nous semble. N'étant pas d'accord avec cette idéologie, Naruto décide de changer les choses en devenant un ninja respecté qui, en plus d'être reconnu pour ce qu'il est, pourra modifier les mentalités en vigueur. Alors en principe, si vous ne connaissez pas Naruto et que vous demandez à un connaisseur son avis sur la première partie, il y a de grandes chances pour qu'il vous dise qu'elle est tout simplement parfaite, qu'il n'y a aucun défaut, avec au pire 2-3 petites incohérences au tout début. L'incohérence la plus connue étant bien sûr le parcours scolaire de Naruto, qui a dû passer 3 fois l'examen pour devenir aspirant. C'est une incohérence car vu que l'examen n'a lieu qu'une fois par an et que Sakura et Sasuke sont du même âge que Naruto, ça voudrait dire qu'ils ont eux aussi passé 3 fois l'examen pour se retrouver dans la même équipe que lui. Le seul petit problème, c'est que la pisseuse et le pseudo-brin ténébreux sont tous deux réputés excellents élèves. Alors si eux ont dû galérer à passer 3 fois l'examen pour le réussir, Naruto lui ne serait pas sorti de l'académie avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Mais à part ça, la plupart des gens s'accordent à dire qu'il n'y a aucune erreur tout au long des 27 premiers tomes de l'histoire. Mais est-ce vraiment le cas? N'y a-t-il vraiment aucune erreur au cours de cette première partie? Laissez-moi apporter une réponse à cette question en analysant les 4 points qui d'après moi ont fait de Naruto un manga si plébiscité, à savoir l'univers, le scénario, la mise en scène et les personnages. Déjà, que peut-on dire de l'univers? Mais qu'on a envie d'y être, ma gueule! On serait prêt à vendre père et mère pour se retrouver dans le monde de Naruto tel qu'il nous est présenté au début. Pourquoi il nous paraît crédible cet univers? Parce qu'il est très bien construit. On nous explique comment il fonctionne dès le 2e tome avec le système mission salaire. On nous fait rêver avec des pouvoirs magiques qui rendent hommage aux vrais arts ninjas sans pour autant leur fister le cul. Du moins pas encore. Et la carte. La putain de carte. Les putains de paysages qui feraient pleurer de désespoir n'importe quel enfant si on lui apprenait que sa colonie de vacances n'a pas prévu d'y aller. Sur ces paysages, je n'ai qu'un seul reproche à faire. Je suis déçu d'avoir à attendre la partie Shippuden pour voir autre chose que les alentours de Konoha. Cependant, j'arrive à me contenter du nom des pays et de leurs villages respectifs pour m'imaginer à quoi ils ressemblent.
Donc au final, ce reproche n'est peut-être pas si utile que ça. Avouez-le, pays du vent plus village caché du sable. Vous vous attendiez vraiment à autre chose qu'un désert? Pareil, pays de l'eau plus village caché du brouillard. Qui n'a pas pensé à un paysage maritime, sérieusement? Et pour finir, pays de la terre plus village caché des roches. Il vous fallait vraiment un dessin? Le seul paysage qui restait un peu ambigu quand même était celui du 5e grand pays. On nous dit pays de la foudre et village caché des nuages. Vu le délire du manga, moi je m'attendais pas à un paysage montagneux. Je faisais carrément péter la ville volante. La géographie de Naruto, officiellement inspirée par Laputa. Non, ça a été déjà fait dans la vidéo sur mer. Heureusement qu'on arrive à la fin de la saison parce que si on commence à réchauffer les blagues, j'ai peur pour la suite. Bon, tout ça pour dire que c'est pas en cherchant dans l'univers qu'on trouvera des défauts à la première partie de l'histoire de Naruto. Suivant, le scénario et les thèmes abordés. Le thème de Naruto, au-delà de rendre les ninjas encore plus cool qu'ils ne l'étaient déjà avant, c'est évidemment le rapport des gens face à leur supposé destin. Et à ce titre, 4 personnages lors de leur première apparition représentent pour moi les différentes facettes de ce thème. Naruto, Sasuke, Lee et Neji. Ces 4 personnages transmettent chacun un message sur comment une personne peut réagir face au destin qui lui est imposé. Naruto, pour commencer, représente les gens qui ont souffert de la solitude et des préjugés pour une raison X ou Y, mais qui ne se sont pas laissés démonter pour autant. La vie a été salope avec moi? Rien à foutre. Je vais lui montrer qu'il en faut plus pour me briser. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si de tous les personnages, Naruto est celui qui transmet ce message. En tant que personnage principal, c'est à lui que la majorité des lecteurs vont vouloir s'identifier, donc c'est à lui de transmettre le message le plus important de l'histoire. Peu importe combien la vie s'acharne sur toi, il t'est possible de te battre pour devenir ce que tu veux. C'est ça le message numéro 1 de Naruto. Dans presque le même genre, Lee prend la place du gars handicapé par un manque de talent. Contrairement à Naruto, il n'est pas rejeté comme la peste par les autres villageois, mais manque de bol, il vit dans un système qui tourne presque entièrement pile autour du talent qui lui fait défaut. Sa réaction? La même que Naruto, à 1% près. Il n'est pas doué pour ce que le système attend, rien à foutre non plus. Il mise sur ses prédispositions dans un autre domaine pour contribuer au système d'une façon alternative, pour montrer qu'il peut s'intégrer grâce à ses propres capacités. Le message de Lee, c'est que non seulement il ne faut pas dénigrer quelqu'un juste parce qu'il a une autre manière de faire, mais en plus qu'on peut être utile à la société sans pour autant entrer dans le moule standard. Car franchement, entre nous, ce serait chiant si tous les youtubeurs manga présentaient leurs vidéos de la même manière, non? Salutations, tête de naze. Salutations, tête de naze. Salutations, tête de naze. Je suis déçu. Oh, l'enfer! On continue avec le cas de Sasuke qui est un peu moins joyeux et positif. En effet, il est censé être le gars auquel le destin a imposé une mission. Son clan a été annihilé, donc il considère comme son devoir de le venger. De fait, il n'hésite pas longtemps avant de recourir à tous les moyens nécessaires pour atteindre son objectif. Et à cause de ça, on ne peut pas vraiment considérer Sasuke comme un méchant à la fin de la première partie, mais plus comme un anti-héros. Il rejoint certes Orochimaru et donc le camp adverse, mais à aucun moment il ne veut faire le mal ou pour son propre intérêt. À la base, il ne veut que venger son clan, et pour ça il est peut-être prêt à tout, mais rien ne dit qu'une fois son clan vengé, il a l'intention de continuer à être mauvais. Si Itachi était resté le méchant ultime de l'affaire Uchiwa, qui dit que Sasuke ne serait pas rentré à Konoha une fois sa vengeance accomplie? Il aurait peut-être été mis sous lourde surveillance, mais à mon avis, une petite révélation de tous les secrets d'Orochimaru et ni vu ni connu, Sasuke, au nom de tout Konoha, bon retour parmi nous. Mais bon, vous connaissez la suite comme moi, la fin de merde, le mindfuck et tout ce qui s'ensuit. Et arrive maintenant Neji. Oh Neji, si tu savais ce qui t'attend. Neji donc, le type qui se plie au destin ou plus exactement qui a renoncé à se battre contre lui. Neji est au départ persuadé que choisir sa voie est impossible. Il n'hésite pas à traîner Lee et Naruto dans la boue parce qu'il considère futile leur tentative de devenir quelque chose alors qu'ils n'ont aucune disposition pour le devenir. Bien évidemment, cette philosophie est complètement à l'opposé de ce que défendait le manga jusqu'à présent, c'est donc sans surprise qu'il se retrouve à affronter Naruto lors de la finale de l'examen des ninjas de classe moyenne. Et étant donné le résultat de ce combat, le message de Neji est facile à comprendre. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir et faire un gros fuck you au destin si celui-là ne nous convient pas. Après, en ce qui concerne les autres personnages de Naruto, on peut tous leur associer un ou plusieurs des messages précédents. C'est le cas pour Hinata, c'est le cas pour Gaara, et c'est encore le cas pour Tsunade. On passe maintenant à la mise en scène. On ne va pas se le cacher, l'un des meilleurs points de Naruto, c'est la richesse et la qualité des combats qu'il nous offre. Et pour ma part, je trouve que parmi les 3 anciens blockbusters du Jump qui étaient Naruto, Bleach et One Piece,
C'est Naruto qui nous a offert les meilleurs combats et j'ai deux raisons de penser cela. Premièrement, là où Bleach et One Piece ne contiennent quasi exclusivement que des combats qui reposent sur la puissance des adversaires, Kishimoto a en plus ajouté des éléments stratégiques au combat de sa série. Suite à cette phrase, vous devriez maintenant tous avoir le personnage de Shikamaru en tête, et plus particulièrement son combat contre Temari, mais celui-ci est loin d'être le seul personnage de Naruto à faire fonctionner ses ménages lorsqu'il se bat. Par exemple, le premier combat de Kankuro, bien que pas très loyal, est assez respectueux de la manière dont les ninjas combattaient, à savoir par la tromperie. C'est une stratégie dégueulasse, je l'admets, mais ça reste une stratégie qui lui a permis de gagner son combat. Autre exemple, le combat entre Neji et Naruto, sans doute l'un des combats les plus appréciés de l'histoire, commence sur une très belle tactique de la part de Naruto pour éviter les effets néfastes du Juken de Neji. Neji, si tu savais ce qui t'attend. Quant à mon autre raison de préférer les combats de Naruto à ceux de Bleach ou de One Piece, c'est tout simplement que ces combats sont épiques dès le début de l'œuvre. Dans le cas de Bleach, je ne pense pas me tromper si je dis que les combats ne deviennent vraiment épiques qu'à partir de l'arc Soul Society, lequel débute dans le tome 10. Concernant One Piece, le premier vrai combat que je considère comme épique est celui entre Luffy et Don Krieg, qui a lieu dans le tome 8. Et c'est là que Naruto arrive et leur fout la misère avec le magnifique combat entre Kakashi et Zabuza qui a lieu dans le deuxième tome. Entre l'apparition du Sharingan, une conclusion en double page et accessoirement le fait que les deux combattants soient extrêmement badass, osez me dire en votre âme et conscience que vous trouvez que le combat entre Luffy et Baggy a autant de gueule. Si vous le faites, c'est que vous êtes des putains de menteurs. Et au cas où ce ne serait pas suffisant, je vous rappelle que dans ce combat, il y a aussi la première minute de gloire du duo Naruto-Sasuke grâce à l'inoubliable stratégie du Shuriken Fuma. Eh mais attendez, n'aurais-je pas parlé de la qualité des stratégies il y a un instant? Je crois bien que si. Mais alors ça voudrait dire que le premier combat sérieux du manga cumule stratégie et epicness. Du coup, ça ferait peut-être de lui le meilleur combat de toute l'histoire. Non, bien sûr que ce n'est pas le meilleur. Tous les combats qui suivent le dépassent sans problème, que ce soit avec plus d'epicness ou avec des stratégies plus complexes. Mais il faut admettre qu'un combat aussi intense dès le deuxième tome, ça te provoque un truc dans le pantalon si tu essayes de visualiser les combats à venir. Et sur ce, on arrive au dernier point que je voulais traiter, le développement des personnages. Oui, j'aime garder le pire pour la fin de mes vidéos. Bon, quand je dis le pire, c'est pas comme si aucun des personnages de Naruto n'était développé, mais je pense ne pas me tromper en qualifiant la gestion des personnages par Kishimoto d'au moins inégale. Car malheureusement, la lecture de Naruto laisse la plupart des gens sur ce constat peu flatteur, à quelques exceptions près. T'es un garçon, t'as droit à un développement. T'es une fille, sois reconnaissante qu'on se souvienne de ton nom. Du côté des garçons, vous avez Naruto et son gain de maturité, Sasuke et sa plongée dans les ténèbres, Gaara et sa sortie des ténèbres, Lee et sa résurrection, etc. Pourquoi est-il communément admis que ces personnages sont bien développés? Parce qu'ils ont un background tout simplement. Un background suffisamment riche et crédible pour que l'on s'attache à eux et qu'on apprécie l'évolution de leur caractère. Je défie quiconque se prétendant fan de Naruto de me dire les yeux dans les yeux qu'il n'a pas eu au moins un pincement au cœur lors du diagnostic des médecins au sujet de Lee après son combat contre Gaara. Voir un combat aussi épique en connaissant le passé de Lee et apprendre que les blessures qu'il a subies sont si graves qu'il ne pourra plus jamais se battre, ce passage est sans doute l'un des plus tendus de toute la première partie. Ensuite, toujours chez les garçons, vous avez certes les enfants, mais vous avez aussi les adultes, c'est-à-dire Kakashi, Orochimaru, Itachi, Jiraiya, et j'en passe. Dans leur cas, ils n'ont pas d'évolution à proprement parler, mais leur âge un peu plus avancé leur donne un background plus fourni, qui en plus est concrétisé par leurs actions et comportements respectifs. Je reprends ce que disait Mr. Enzor au sujet d'Orochimaru, il est censé être le méchant principal de la première partie, et justement, tout dans son personnage fait que l'on y croit à sa méchanceté. Que ce soit son visage qui inspire tout sauf la gentillesse, son objectif de détruire son village natal et son passé de scientifique à tendance nazie, Orochimaru n'est clairement pas un bisounours et aurait bien 2-3 cours à donner à certains stagiaires. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Bref, tout ça pour dire que la majorité des personnages masculins de Naruto n'ont, à quelques exceptions près, rien à se reprocher concernant leur crédibilité en tant que personnage. Pour les filles maintenant, c'est un autre problème. Il y a dans Naruto 8 personnages féminins qui peuvent être considérés comme personnages récurrents. Sauf que sur ces 8 personnages, il n'y en a que 2 que je considère comme vraiment développés. Et suspense oblige, ces 2 personnages arriveront à la fin du classement que je vais à présent vous faire. Numéro 8, Tenten. Elle a beau faire partie du groupe des aspirants de Konoha et a fortiori de l'équipe de Lee et Neji, on ne sait rien à propos de Tenten. Ni nom de famille, ni histoire personnelle, et à part le fait qu'elle semble se spécialiser dans les armes de jet, on ne connaît rien de ses aptitudes martiales, vu que le seul combat qu'elle délivre et perd contre Temari n'est même pas montré.
Pire encore, sa raison de vouloir devenir ninja est une putain d'incohérence, vu que de son propre aveu, elle rêve de devenir comme Tsunade. Or, cette dernière est avant tout connue pour ses talents médicaux, et jamais au cours de la série, on ne la voit se servir d'armes de quelque sorte que ce soit. Donc désolé Tenten, mais tu as plus le rôle de bouche-trou qu'autre chose dans l'histoire. Numéro 7, Kurenai Yui. Maître ninja de l'équipe 8 et l'une des 3 seules kunoichi adultes de la première partie, Kurenai est à peine plus développée que Tenten. La première partie de l'histoire ne nous livre que le strict minimum à savoir sur elle, avec entre autres un nom complet, une préférence du genjutsu pour combattre, et accessoirement qu'elle est devenue ninja de niveau supérieur il y a peu de temps. Néanmoins, elle apparaît assez souvent pour que l'on remarque son implication dans l'éducation de son équipe, et notamment de Hinata, alors on peut raisonnablement la qualifier de personnage sympa. Numéro 6, Anko Mitarashi. J'ai eu du mal à me décider qui de Kurenai ou de Anko méritait la 6ème place, mais au final, j'ai choisi Anko pour un petit détail qui était absent chez Kurenai. Anko a un passé. Elle a été l'élève d'Orochimaru avant que celui-ci ne déserte Konoha, et est par conséquent le premier personnage qui nous fait comprendre qu'Orochimaru est à craindre. Ajoutez à cela une personnalité plus que détonnante, Ako apparaît certes moins souvent que Kurenai, mais ses apparitions sont autrement plus mémorables. Numéro 5, Temari. Et allez, encore un personnage sans nom de famille. C'est encore plus bizarre sachant que Temari est la sœur de Gaara et Kankuro et que tous les trois sont les enfants du Kazekage, donc qu'il existe une famille autour d'elle. Cependant, c'est bien le seul défaut que l'on peut lui trouver. Temari dispose d'un background assez conséquent pour un personnage tertiaire comme elle, sa personnalité a assez de relief pour qu'elle paraisse crédible en tant que personne, et c'est sans doute la plus forte des 4 kunoichi que comptent les 12 aspirants de l'âge de Naruto. Numéro 4, Sakura Haruno. Alors là, je pense que de votre part, je pourrais m'attendre à 2 réactions possibles. Soit vous êtes des Kiku fanboy et du coup vous m'écrivez déjà un commentaire de haine mal orthographié car vous ne comprenez pas pourquoi Sakura n'est pas première du classement comme devrait l'être le personnage féminin principal de l'histoire. Soit vous êtes un peu plus mature mais vous ne comprenez quand même pas pourquoi j'ai mis Sakura aussi haut dans le classement étant donné son manque affligeant de développement et d'utilité dans la première partie de l'histoire. Eh bien c'est simple. D'une part, elle n'est pas première car pour un personnage dont on ne connaît pas la famille et qui à aucun moment de l'histoire n'utilise de technique genjutsu, malgré le fait que plusieurs personnages lui rabâchent qu'elle a un talent fou pour cet art, la première place est carrément hors de question. D'autre part, la plupart des gens semblent oublier que Sakura dispose effectivement d'un background, mais étant donné qu'il n'est pas aussi triste et ou sombre et ou épique que les autres, rayez mentions inutiles, il a plus de mal à rester dans les mémoires. Ce background nous apprend donc d'où vient sa rivalité avec Ino et que c'est grâce à celle-ci que Sakura a forgé sa témérité. Après, je reconnais que cette témérité n'est mise en lumière qu'à 2 reprises seulement, donc je comprends pourquoi il existe tellement de déceptions pour le personnage de Sakura. En revanche, et là ce n'est qu'une théorie de ma part, je pense qu'à défaut de jouer le rôle actif que tout le monde attendait d'elle, Sakura joue néanmoins un rôle représentatif à l'intérieur de l'histoire. En effet, Sakura est la représentation du lecteur qui ne peut qu'assister aux événements sans être capable d'y intervenir. C'est le cas pour le combat contre Gaara possédé, c'est le cas pour l'entretuage de Naruto et Sasuke, et c'est encore le cas lors de l'opération de sauvetage de Sasuke. Certes, du point de vue du déroulement de l'histoire, son manque d'action est nécessaire pour mettre en avant ses 2 coéquipiers. Mais n'allez pas me faire croire que vous étiez content que Sasuke réussisse à rejoindre Orochimaru et que votre plus grand désir vis-à-vis de lui soit qu'il devienne méchant. Je sais qu'on a tous rêvé d'avoir un combat épique entre Naruto et Sasuke, combat qu'on a d'ailleurs eu à la fin de cette première partie de l'histoire, mais est-ce que ça impliquait forcément que Sasuke passe du côté obscur du chakra? Je suis sûr que non, la preuve. Tout ça pour dire qu'avant de qualifier Sakura de personnage inutile, je vous demande de relativiser. Oui, en tant que personnage à part entière, elle ne sert pas à grand chose dans l'histoire. Mais sous un certain angle, c'est sans doute le personnage avec lequel les lecteurs ont le plus de points communs vis-à-vis du ressenti des événements. Numéro 3, Ino Yamanaka. Ino gagne la 3ème place du classement devant Sakura grâce à un background digne de ce nom pour un personnage tertiaire. Non seulement elle et Sakura partagent une rivalité qui est le seul background de cette dernière, mais en plus, Ino dispose d'un fil relationnel bien plus important. Ça se voit avec le trio Ino-Shikacho, alors qu'aucun autre groupe ne montre un travail d'équipe aussi poussé, et oserais-je vous rappeler que de tous les aspirants, les seuls dont on voit les parents combattre sont ceux de l'équipe numéro 10. Et enfin, je déclare premières ex aequo de ce classement des personnages féminins les mieux développés de Naruto, Hinata Hyuga et la princesse Tsunade. Oui, elles méritent toutes les 2 la première place car l'une comme l'autre réunissent toutes les qualités citées précédemment et que les autres filles n'ont qu'en fragments. En ce qui concerne Tsunade, on connaît son passé au sein du trio légendaire, ses capacités au combat et dans le domaine médical, sa personnalité assez comique de joueuse compulsive, et c'est également le seul personnage adulte dont on voit l'évolution grâce aux flashbacks sur les morts de son frère et de son petit ami. Quant à Hinata, même compliment.
Son combat contre Neji, en plus de dévoiler pour la première fois le style de combat personnel du clan Hyuga, est sans doute le combat le plus épique de la phase éliminatoire du tournoi des classes moyennes, juste derrière celui entre Lee et Gaara. Le combat entre Neji et Naruto nous révèle son enfance qui n'est pas des plus joyeuses. Et tout comme Sakura, elle joue un rôle représentatif du lecteur qui adopte la philosophie de Naruto sur le fait de se battre même si on est traîné dans la boue. Donc mesdemoiselles, encore bravo pour votre première place. Même si toi t'arrives pas à la cheville d'Hinata. Alors au final, que retenir de la première partie de Naruto? Ma foi, une œuvre de très grande qualité, uniquement tachée par-ci par-là de minuscules incohérences, et dont le défaut principal est un léger sexisme au niveau du développement des personnages. Après, je le rappelle, ce n'est que mon analyse personnelle du manga, je ne vous impose absolument pas mon point de vue, et accepte parfaitement que vos interprétations puissent différer de la mienne. D'ailleurs, je vous invite à laisser votre propre ressenti de la Narutopéen dans les commentaires. Mais avant ça, vu que je trouve inutile de chercher 5 raisons pour vous convaincre de lire Naruto, voici à la place pour la fin de cette vidéo 2 top 5 sur les combats les plus spectaculaires et sur les personnages les plus badass de la première partie. Et parce que j'ai envie de faire chier les Kiku et autres fanboys immatures, ces 2 top 5 ne contiendront aucun combat ni aucun personnage considéré comme incontournable de la série. Et si ça ne vous plaît pas, voilà ce que je pense de vos injures. On commence par le top 5 des combats les plus spectaculaires. Numéro 5, Kakashi vs Zabuza, car comme je l'ai dit plus tôt, il s'agit du premier combat entre ninjas de niveau supérieur, et il a lieu assez tôt dans le manga de manière à nous faire saliver. Numéro 4, Choji vs Jirobo. Ce combat est spectaculaire au sens littéral du terme, car osez me dire que le jumbo décuplement de Choji ne vous a pas fait faire waouh. Et accessoirement, si on le compare à l'autre combat solo de Choji, ça lui rend quand même un peu réparation. Numéro 3, Lee vs les 3 ninjas d'Oto. Je place ce combat dans le top car il s'agit du tout premier combat où l'on a droit à une technique taijutsu spectaculaire avec la fleur de lotus recto. Et non, les 1000 ans de souffrance ne comptent pas comme une technique spectaculaire, faut pas déconner non plus. Numéro 2, Sasuke vs Gaara dans l'arène de l'examen. Celui-là, j'ai hésité à le mettre dans le top car pour certains c'est un incontournable, pour d'autres non. Alors vu que je partage l'avis du deuxième groupe, le voici à la deuxième place. Pour le côté spectaculaire, je pense que la présentation d'Emile Oiseau justifie à elle seule cette qualification. Numéro 1, Shikamaru vs Tayuya. Clairement le combat le moins épique de l'opération de sauvetage de Sasuke, mais Shikamaru a gagné mon admiration éternelle au moment où il a pu décoder la technique de flûte de Tayuya non pas par les modes joués, mais par la position des doigts de cette dernière. Donc première place pour cette performance spectaculaire. On passe maintenant au top 5 des personnages les plus badass. Numéro 5, Genma. Un type qui arrive à intercepter un kunai avec un cure-dent, moi j'appelle ça un mec badass. Numéro 4, Choji Akimichi. Dans la liste des citations badass, on avait Don Vito Corleone et son offre qui ne pouvait être refusée, on avait Kamina et sa logique imparable sur la confiance, et maintenant on a Choji Akimichi pour la dernière phrase qu'il adresse à Jirobo, je suis 100 fois plus fort que toi maintenant. Numéro 3, Temari. On peut pas faire plus simple dans la badassitude. 3 combats, 3 victoires, aucune égratignure. Suivant. Numéro 2, Hinata Hyuga. Lors de son combat contre Neji, elle a beau savoir qu'elle va perdre, elle a beau galérer à se relever, elle a beau cracher du sang, elle trouve toujours le moyen de sourire. Ça, c'est badass. Et pour le titre de personnage le plus badass de tout Naruto, mesdames et messieurs, je vous présente Hibiki Morino. Ce mec est la définition de la badassitude. Il a la réputation badass d'expert en torture psychologique, il a la personnalité badass qui fait flipper tous les aspirants ninja, et il a l'apparence badass qui fait que à côté de lui, Arnold Schwarzenegger a l'air aussi menaçant qu'une loutre. Et nous voici maintenant à la fin de la vidéo. À présent, n'hésitez pas à me donner vos propres top 5 non incontournables dans les commentaires, et tant que vous y êtes, merci de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en général. Je vous rappelle qu'il existe une page Facebook que vous pouvez partager avec vos amis fans de manga, ainsi qu'un compte Twitter sur lequel il m'arrive de donner des indices sur les prochains mangas qui seront traités dans les vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez aller voir ma vidéo précédente par le simple fait de cliquer ici. Sur ce les amis, à la prochaine! We'll be right back.